Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le développement économique au cœur des priorités du président Ismaïl Omar Guelleh. Candidat à sa propre succession au scrutin du 8 avril, il promet de donner à Djibouti une nouvelle impulsion. Accord pour une coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-sahélienne. Il porte notamment sur le partage de renseignements entre les pays membres de la CENSAD et puis un renforcement de la coopération maroco-ivoirienne. Les échanges commerciaux entre les deux États ont atteint 200 millions de dollars en 2015, soit une hausse de 66%. Candidat à sa propre succession, le président Ismaïl Omar Guelleh a de grands projets pour Djibouti. Il compte notamment donner un nouvel élan à ce pays qu'il dirige depuis 1999 pour en faire un hub économique. Reportage de notre envoyé spécial Olivier Diakoto. Moderniser les infrastructures portuaires, ferroviaires et routières pour en faire de Djibouti un hub économique de la région. C'est la vision du président sortant Ismaïl Omar Guelleh pour son pays. Candidat à sa propre succession et soutenu par 5 partis politiques, Ismaïl Omar Guelleh, celui qu'on appelle affectueusement IOG, défend son bilan qu'il estime positif. Notre pays, Djibouti, est un havre de paix, un pays stable avec un peuple uni. Et grâce à cette unité, mais également à notre position géostratégique, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre nation et engagent de grands projets car ils ont confiance en notre stabilité politique. Arrivé à la tête du pays en 1999, Ismaïl Omar Guelleh a multiplié les réformes économiques pour rendre attractif son pays, Djibouti. Aujourd'hui candidat, il promet d'industrialiser son pays et pour cela, il veut miser sur la formation professionnelle. Nous voulons industrialiser notre pays. Nous avons tous mis en place et ce qui nous reste, c'est la formation professionnelle. Des jeunes sont déjà envoyés en formation sur plusieurs domaines et nous comptons envoyer encore d'autres. Notre objectif, c'est que cette industrialisation soit portée par des Djiboutiens, ce qui sera source de création d'emplois pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. À Djibouti, le scrutin présidentiel aura lieu le 8 avril 2016. Ce sont environ 187 000 électeurs qui seront aux urnes pour départager les 6 candidats qui sont en lice. Le CENSAD uni contre le terrorisme face à la menace grandissante. Les pays membres de la communauté des États du Sahel et du Sahara ont décidé de promouvoir la coopération à travers l'activation des mécanismes existants. Explication avec Omo Kalsomba. Les pays membres de la CENSAD, communauté des États sahélo-sahariens, se sont mis d'accord pour combattre un adversaire commun, le terrorisme. Selon le projet de résolution retenu par l'ensemble des ministres de la Défense de la zone à Sharm el-Cheikh en Égypte, l'accent sera mis sur un partage de renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières. Nos pays et nos régions sont de plus en plus confrontés à des phénomènes tels que la criminalité transnationale organisée, la circulation illicite et la prolifération des armes de tout calibre, le terrorisme et l'action des forces obscures telles que AQMI, Daesh, etc., les velléités sécessionnistes et les rébellions contre l'autorité de l'État. Dans la zone CENSAD, les États sont confrontés à l'insécurité due à la présence de djihadistes qui ont fait des milliers de victimes et vont jusqu'à contrôler des secteurs économiques stratégiques de certains pays. C'est le cas de la Libye par exemple. Pour faire face à ce mal, les autorités prévoient de renforcer leurs capacités de défense et de sécurité. Cela passera par des programmes d'échange, d'expérience et de formation. Il est établi que ces phénomènes ignorent les frontières et aucun État ne peut durablement s'en prémunir seul. Il faut une réponse collective, concertée et coordonnée. La CENSAD est composée de 28 pays membres. Face à la menace terroriste, les dirigeants comptent mutualiser leurs efforts et envisagent de mettre en place d'ici 2018 un centre antiterroriste basé au Caire, la capitale égyptienne. Les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Les échanges commerciaux entre les deux États se sont en effet établis à 200 millions de dollars en 2015, soit une hausse de 66% par rapport à 2014. Des précisions d'Olivier Héredobret.
Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont atteint 200 millions de dollars en 2015. En augmentation de 66%, les flux commerciaux entre les deux pays atteignaient les 120 millions en 2014 pour finalement s'établir à 200 millions en 2015 selon les chiffres officiels. Des chiffres qui confortent la place du royaume chérifien en tant que premier investisseur en Côte d'Ivoire. Déjà, il convient de rappeler que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire datent pratiquement de l'établissement des relations diplomatiques entre ces deux pays, notamment depuis le début des années 60. Mais on sait aussi que c'est en réalité depuis le règne de Mohamed VI que ces relations se sont véritablement renforcées et continuent année après année à s'étendre. Cela s'inscrit bien évidemment dans l'importance que Rabat accorde au développement des relations sud-sud, notamment entre le Maroc et l'Afrique noire en général et la Côte d'Ivoire qui est la première économie d'Afrique de l'Ouest en particulier. En marge de la deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, qui se tient du 24 mars au 5 avril 2016, un mini-forum économique a réuni les hommes d'affaires marocains et ivoiriens avec pour objectif d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs accords ont été conclus. En 2015, l'État ivoirien avait déjà cédé au groupe marocain Attijari Wafa Bank la quasi-totalité de sa participation dans la société ivoirienne de banque, la CIB, quatrième banque de Côte d'Ivoire, ce qui a permis au groupe Attijari Wafa Bank, déjà majoritaire dans la société ivoirienne de banque, de renforcer davantage son contrôle. Renforcer la coopération entre ces deux pays, ça va surtout passer bien évidemment par les domaines d'expertise que développe et qu'exporte le Maroc aujourd'hui en Afrique subsaharienne, notamment tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est logements sociaux, tout ce qui est agro-industrie et évidemment le secteur tertiaire, donc notamment les secteurs touristiques et les secteurs financiers pour lesquels le Maroc est aujourd'hui une valeur sûre. Pour accroître les échanges bilatéraux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce ivoirienne a paraphé un protocole d'accord de coopération avec Maroc Export, le centre de promotion des exportations du royaume chérifien. Ce dernier a par ailleurs conclu un second protocole d'accord avec la Société nationale de transport et de la logistique ivoirienne. Une offre logistique intégrée permettra aux exportateurs marocains d'accéder au marché ivoirien, tandis que les PME des deux pays bénéficieront d'un accompagnement spécifique pour s'implanter au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, alerte contre un vaccin falsifié de la fièvre jaune au Cameroun. Le gouvernement invite les responsables des structures de système national d'approvisionnement en médicaments essentiels ainsi que les formations sanitaires publiques et privées à s'assurer que des versions falsifiées du vaccin dénommé Amaril stabilisé contre la fièvre jaune ne se trouvent pas dans leur stock. Le fabricant y aurait décelé des erreurs et autres irrégularités. Le Cameroun, dont les abords des rues sont envahis par des call-box, le téléphone a pris à discount. Relevant du secteur informel, cette activité est une aubaine pour de nombreux jeunes. Pas besoin de formation, mais plutôt d'abnégation. Viviane Baoken, commentée par Idélène Mirabel-Bissot. En circulation dans les rues et sur les grandes artères des villes du Cameroun, impossible de ne pas remarquer ces tables comptoirs auxquelles sont joints des parasols avec des indicateurs qui renseignent sur toutes les offres téléphoniques dont on a besoin. Le callbox. Cette activité est devenue une des plus prisées chez les jeunes Camerounais en manque d'emploi. Bien que relevant du secteur informel, les callboxeurs y trouvent une source de revenus. Le callbox, ça me permet d'acheter mes cahiers, de payer la pension et assurer même aussi ma nutrition et aussi même de gérer les cas de maladie. Nous permet quand même de manger, mais on ne peut pas survivre, nourrir une famille avec ça, puisque là maintenant c'est très compliqué. Pratiquer le callbox ne nécessite pas une formation particulière. Il suffit d'avoir un capital, le minimum pour pouvoir s'acheter au moins un téléphone, un parasol, une tablette, une chaise et des crédits de communication. L'activité repose sur 3 services principaux, les appels, les transferts de crédit et de moins en moins la vente des cartes de crédit. Le callbox, qui auparavant permettait un plein épanouissement à ses pratiquants, est aujourd'hui entaché de plusieurs maux qui tentent de fragiliser cette activité. Avant, j'investissais pour le callbox. Je prenais MTM 50 000, Orange 50 000. Mais quand tu prends MTM 50 000, tu as le bonus de 2500. Tu prends Orange 50 000, tu as le bonus de 2500. Donc franchement, tu ne vends pas ça en une journée. Tu vends même en une semaine pour avoir 2500. Tu dois manger, tu dois faire tout dans ça. Ça ne donne pas. C'est une activité mal formalisée parce que
Au demeurant, nous sommes prélevés d'impôts, nous sommes prélevés de taxes et malheureusement, nous n'avons pas le statut qui sied à l'acteur économique que nous sommes. Donc, nous disons qu'il est simplement mal formalisé et il peut bien nourrir son homme, n'eût été les difficultés que nous rencontrons actuellement. D'ailleurs, il y a 8 ans, le Callbox, à lui tout seul, permettait aux uns aux autres de se prendre en charge et de prendre en charge leur famille. Dans les années 2004 et 2008, l'activité du Callbox permettait à ses pratiquants de gagner jusqu'à 30% de marge bénéficiaire sur tous les opérateurs de téléphonie. Aujourd'hui, la flexibilité du secteur et le flux des offres ont entraîné la chute des bénéfices jusqu'à moins de 10%, ce qui a entraîné le courroux de ces acteurs économiques. Lors d'un mouvement de grève organisé le 7 mars dernier à Yaoundé, les callboxeurs ont posé des doléances au gouvernement en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.